Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu technique puisqu'on va parler de procédures administratives contentieuses et plus particulièrement des référés d'urgence en procédure administrative. Je vous indique dès maintenant les sources avec lesquelles j'ai préparé cette vidéo et je vous précise d'ailleurs aussi que je vous mets en description un lien de téléchargement d'une fiche. Et merci. C'est en fait un tableau que j'ai préparé pour essayer de synthétiser au mieux ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, à savoir les référés d'urgence et surtout les différences entre chacun des référés d'urgence. Donc n'hésitez pas à aller télécharger cette fiche et à commenter, d'ailleurs si vous aimez la fiche, en écrivant au moins merci, vous likez la vidéo, vous vous abonnez et comme ça, on sera tous contents, on sera tous gagnants. Et je vous mets aussi les liens en description des ouvrages que j'ai pu utiliser. Le premier ouvrage que j'ai utilisé pour préparer cette vidéo, c'est ce manuel de procédure administrative contentieuse, édition spéciale CRFPA, publié chez LGDJ, avec lequel je travaille beaucoup, même bien après le CRFPA. Je trouve que c'est assez synthétique et avec les petites actualités et exercices, ça aide à réviser. Le deuxième ouvrage que j'ai utilisé, cette fois-ci, ce n'est pas un manuel, c'est un code, puisque c'est l'indispensable, code de justice administrative de chez LexisNexis. Donc, je vous encourage à aller jeter un œil à ces ouvrages, surtout si vous préparez des examens ou des concours avec la spécialité le droit administratif ou la procédure administrative. Et évidemment, je me suis particulièrement aidé d'un fascicule qui est le fascicule de cours de procédure administrative contentieuse de chez Cap Barreau. Cap Barreau, c'est une prépa au CRFPA que j'aime beaucoup et je travaille encore beaucoup, même après le CRFPA, avec les fascicules de cette prépa que je trouve concis, ce qui est adapté à ma méthode de travail. Et je trouve qu'il y a une manière de rédiger les fascicules qui démontre une certaine analyse des attentes du jury, des attentes de l'examen en fait le jour J. Donc je vous encourage à aller vous intéresser à cette prépa. Vous pouvez aller consulter d'ailleurs des extraits de leurs fascicules de cours sur leur site internet et je vous mets un code promo pour ceux qui voudraient adhérer à cette prépa. Enfin vrai. Pour rentrer dans le vif du sujet. On va donc aujourd'hui parler des référés d'urgence et comme vous le savez sûrement déjà, il existe 3 référés d'urgence qui sont le référé suspension, le référé liberté et le référé conservatoire, plus communément appelé référé toute mesure utile. Par définition, ces référés sont des référés d'urgence, c'est-à-dire qu'on exige du juge qu'il réponde rapidement. Et parce qu'il faut accélérer la procédure, il va y avoir certaines particularités procédurales que je vais commencer par détailler avant de rentrer dans le détail de chacun des référés d'urgence. Concernant les particularités procédurales, la première que je veux voir avec vous, c'est la particularité liée à l'audience, puisque dans le cas notamment des référés suspension et du référé liberté, le juge des référés doit informer sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. Ça, c'est la première particularité, il doit donc le faire sans délai. Deuxième particularité qui tient également de la nécessité, ou en tout cas de l'attente qu'on a vis-à-vis du juge, on veut qu'il réponde rapidement, c'est qu'il va y avoir une procédure de tri. Cette procédure de tri, elle est prévue par l'article L522-3 du Code de justice administrative et elle va permettre au juge des référés de trier parmi les requêtes qui lui sont soumises. Et il pourra donc écarter avant l'audience les requêtes dont il constate qu'elles ont un défaut d'urgence ou alors qu'il y a une incompétence manifeste du juge administratif ou alors qu'il y a une irrecevabilité manifeste de la demande ou enfin que la demande est manifestement infondée. Dernière particularité procédurale que je veux voir avec vous, c'est les particularités liées aux voies de recours puisque contrairement à la procédure administrative classique où les décisions sont susceptibles d'appel, les ordonnances rendues dans le cadre du référé suspension et du référé conservatoire ne sont pas susceptibles d'appel. Elles sont donc rendues en dernier ressort. Et il n'y a que les ordonnances rendues dans le cadre du référé liberté qui sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'État
et dans les 15 jours qui suivent la notification de l'ordonnance rendue en référé par le tribunal administratif. Je précise toutefois que le pourvoi en cassation est possible dans chacun des référés d'urgence. Parmi les particularités à relever dans le cadre des référés, c'est évidemment la célérité de la procédure qui impose qu'on ne puisse pas tout mettre par écrit. Et c'est pour ça que, alors que l'oral prend de moins en moins de place dans le cadre du contentieux administratif, dans le cadre du référé d'urgence, l'oralité a toute sa place. Donc, la plaidoirie de l'avocat a son importance et c'est aussi pour ça que l'instruction n'est pas close avant l'audience, mais bien après l'audience, pour que chacun des avocats puisse, le jour de l'audience, avancer même éventuellement de nouveaux moyens. On va donc maintenant aborder la question du référé suspension en commençant par le définir. On va ensuite étudier la recevabilité, puis les conditions du succès d'une telle action avant de se poser la question de ce qui se déroule une fois que la suspension a été obtenue. La définition du référé suspension est posée à l'article L521-1 du Code de justice administratif qui dispose, ou en tout cas qui prévoit que le référé suspension est le recours en urgence permettant d'ordonner la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Vous noterez donc dès à présent que la suspension d'une décision administrative dans le cadre du référé suspension est une exception à un principe que vous connaissez qui est le principe du privilège du préalable qui fait que par définition, une décision administrative est applicable dès lors qu'elle est entrée en vigueur et elle ne peut en principe pas être suspendue. Concernant les conditions de recevabilité du référé suspension, on part du principe que je demande au juge administratif de suspendre une décision administrative. Ce que je sais aussi, c'est que le juge des référés ne peut que se prononcer à titre provisoire et pas définitif. La suspension ne peut donc pas être définitive. Pour pouvoir obtenir les effets d'une annulation, il faut donc que je saisisse le juge du fond. Et c'est une condition de recevabilité du référé suspension. Pour que mon référé suspension soit recevable, il faut que la requête devant le juge des référés soit transmise postérieurement au dépôt de la requête devant le juge du fond. Et cette requête déposée devant le juge des référés doit être présentée par requête distincte de celle présentée devant le juge de l'excès de pouvoir ou du plein contentieux. Cette requête doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et des moyens et elle doit justifier de l'urgence de l'affaire. Concernant le ministère d'avocat dans le cadre du référé suspension sera obligatoire s'il est imposé dans le cadre du plein contentieux. Et généralement, sachez qu'en procédure administrative, pour vulgariser, l'avocat est obligatoire dès lors que j'aspire à demander de l'argent ou que je suis en fait dans le cadre d'un recours indemnitaire. Maintenant que j'ai parlé des conditions de recevabilité du référé suspension, je peux parler des conditions de son succès. Ces conditions-là, je les ai évoquées dans la définition du référé suspension. Elles sont au nombre de 2 et elles sont cumulatives. C'est l'urgence d'une part et c'est l'existence de moyens propres à créer en l'état actuel de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision administrative attaquée. Concernant l'urgence, elle est appréciée d'une certaine manière et ça a été détaillé par le juge administratif dans une décision intitulée Confédération nationale des radios libres de 2001, dont je vous ai mis toutes les références dans la fiche en description. Et pour qu'il y ait urgence, il faut qu'il y ait une atteinte, il faut que je sois préjudicié de manière grave et immédiate. C'est à cette condition que le juge considérera qu'il y a urgence et il faut noter que le juge apprécie l'urgence de manière in concreto. Alors, comme on l'a dit, dans le cadre d'un référé suspension, les mesures prononcées par le juge, ordonnées par le juge, ne peuvent pas être définitives. Alors, s'il prononce une suspension, jusqu'à quand est-ce que cette suspension est prononcée? Alors, c'est simple, soit le juge, dans son ordonnance, prévoit une date de fin de la suspension, soit, et c'est ce qui sera le plus fréquent en pratique, soit cette suspension prendra fin dès lors que le juge aura statué au fond et aura éventuellement prononcé l'annulation de la décision attaquée ou au contraire aura considéré qu'elle est légale et alors il n'y a plus lieu de suspendre cette décision.
Maintenant qu'on a parlé du référé suspension, on va traiter avec la même logique le référé liberté. On va donc commencer par le définir avant d'étudier la recevabilité de la demande et les conditions pour que mon référé liberté soit gagnant. Je rappelle que le référé liberté a été consacré par une loi du 30 juin 2000 et qu'il est désormais consacré à l'article L521-2 du Code de justice administrative. Ce référé liberté va permettre au juge, saisi d'une demande justifiée par l'urgence, d'ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'intérêt de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. On est dans le cadre d'une urgence et il faut savoir que dans ce cadre-là, le juge des référés liberté sera en principe amené à se prononcer dans les 48 heures, mais je vais y revenir par la suite. Je rappelle également que le référé liberté est le seul référé d'urgence où il m'est possible d'interjeter appel avec la particularité que cet appel devra être interjeté dans les 15 jours qui suivent la notification de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal administratif et que cet appel devra se faire devant le Conseil d'État. Concernant la recevabilité de ma demande, il faut noter que le référé liberté n'est pas obligatoirement associé à une requête au fond. Ça, c'est la première particularité. De plus, le ministère d'avocat ne sera pas obligatoire, même s'il est évidemment conseillé, et l'absence de production de la décision contestée le jour de l'audience n'est pas un motif d'irrecevabilité. Vous noterez donc que tout est fait pour essayer de faciliter la vie aux demandeurs, pour justement privilégier la protection des libertés fondamentales par rapport à la protection, ou en tout cas aux coutumes de la procédure. Concernant les conditions cumulatives, encore une fois, pour que mon référé liberté soit victorieux, elles sont encore au nombre de 2 et c'est encore l'urgence qui est requise dans un premier temps. Et la deuxième condition à vérifier sera qu'il existe une atteinte manifestement illégale, cette atteinte devant être grave, à une liberté fondamentale, et j'y reviendrai après avoir détaillé la condition d'urgence. Puisque, concernant l'urgence, cette urgence est appréciée de manière beaucoup plus restrictive que dans le cadre du référé suspension, puisqu'elle est appréciée dans un délai de 48 heures. On parle en fait presque plus d'une condition d'urgence et on pourrait même la rebaptiser condition d'extrême urgence. Puisque dans le cas du référé liberté, l'urgence implique qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit être prise dans les 48 heures. C'est ce qu'a précisé le juge administratif dans le cadre d'une décision d'une ordonnance rendue en 2003 intitulée Gaz de France, dont je vous mets encore une fois les références dans la fiche en description de cette vidéo. Une fois que l'urgence est vérifiée, il faut donc que je vérifie qu'il existe une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par le caractère manifeste, on entend qu'il existe en réalité une illégalité flagrante ou évidente, voire grossière. Et c'est cette illégalité grossière qui mène à une atteinte grave à une liberté, à une ou plusieurs libertés fondamentales. D'ailleurs, je le précise dès maintenant, mais les libertés fondamentales ne doivent pas être appréciées au regard de tous les textes, même les plus importants, que vous connaissez, puisque dans le cas du référé liberté, le juge administratif ne considère comme liberté fondamentale que les libertés qu'il a lui-même dégagées dans le cadre de sa jurisprudence administrative. Toutes ces jurisprudences et donc toutes ces libertés fondamentales sont évidemment énumérées sous l'article L521-2 du Code de justice administrative. Elles sont énumérées sous plusieurs pages, sur plusieurs pages, avec toutes les autres conditions évidemment nécessaires au succès de ce référé liberté. Le dernier référé d'urgence qui existe et que je veux voir avec vous, c'est le référé conservatoire ou référé toute mesure utile. Et pour le détailler, on va fonctionner de la même manière. Définition, conditions de recevabilité et enfin conditions pour que mon référé soit victorieux. Comme pour le référé liberté, ce référé conservatoire a été consacré par une loi de 2000. Cette loi date du 30 juin 2000 pour être exact et il est consacré aujourd'hui à l'article L521-3 du Code de justice administratif et c'est ce référé conservatoire qui permet, en cas d'urgence, d'ordonner
toute autre mesure utile sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me pose des questions. Et donc, je pense qu'il faut qu'on essaie de comprendre, d'aller plus en détail pour voir la distinction entre le référé conservatoire et les autres référés que j'ai cités avant, donc le référé suspension et le référé liberté. Concernant les conditions pour exercer donc un référé conservatoire, il faudra d'une part que l'urgence soit caractérisée et il faudra ensuite que ma demande réponde à certaines conditions que je préciserai dans un deuxième temps. Concernant les conditions pour que je puisse exercer avec succès un référé conservatoire, il faut évidemment et comme toujours que l'urgence soit caractérisée, mais il faut aussi que ma demande répondre à plusieurs conditions. Et c'est pour ça que dans les mesures que je vais demander au juge de prononcer, d'ordonner, il faudra que ces mesures soient utiles. Sinon, je ne serai pas fondé, je ne serai pas recevable à adresser ma demande au juge du référé conservatoire. Ensuite, ma demande ne doit pas se heurter à des contestations sérieuses. Il faudra donc que je le démontre. Troisième et avant-dernière condition, il faudra que ma demande, en tout cas, ne devra pas pouvoir être obtenue par le biais de l'un des deux autres référés d'urgence. Ce qui explique donc et ce qui clarifie la question que j'ai posée il y a quelques minutes de ça. Ce référé conservatoire ne peut être exercé qu'à titre subsidiaire. Je ne vais m'adresser au juge du référé conservatoire que si les mesures que je demande ne peuvent pas être obtenues dans le cadre du référé suspension ou dans le cadre du référé liberté. Et c'est donc une des conditions de recevabilité de ce référé conservatoire. Et la dernière des conditions, c'est que les mesures demandées ne doivent pas faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, sauf s'il s'agit de prévenir un péril grave. Dans le cadre du référé conservatoire, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire et il ne met pas non plus obligatoire, comme dans le référé suspension, d'introduire un recours au principal, au fond. Pour vous donner quelques illustrations possibles pour exercer un référé conservatoire, je peux vous citer le contentieux de l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. On peut aussi citer les demandes d'injonction ou de communication de documents administratifs. J'espère que ce point a été clair pour vous, que maintenant les référés d'urgence sont quelque chose de limpide pour vous. Je vais peut-être vous mettre un lien en description pour que vous puissiez vous exercer en répondant en fait à un quiz sur les référés d'urgence. Dites-moi si ça vous intéresse. Si oui, je mettrai le lien en description dans les minutes ou heures qui suivent la publication de cette vidéo. J'espère donc que ça vous a plu, que tout est beaucoup plus clair pour vous. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, à liker cette vidéo et à vous abonner. Et je vous souhaite donc une très bonne journée et je vous dis à très vite.